Salut la tribu, ici Manon et Damien pour Spread the World. Nous sommes partis pour une aventure à travers l'Europe à bord de notre caravane Pégase qui nous donne des ailes. L'objectif ? Voyager de projet alternatif en projet alternatif afin d'apprendre un max de choses sur l'accès à l'autonomie. Nous souhaitons revenir à un mode de vie simple, cohérent et libre. Pour cela, nous allons donc rencontrer du monde et voir du pays, mais aussi apprendre à bâtir, à cultiver et bien entendu à prendre le temps. Une bonne année et meilleurs vœux à toutes et tous. Aujourd'hui, on répond aux questions de Célia qui sont plutôt destinées à toi, Manon. Qui sont comment as-tu fait pour te débarrasser de ton poste ? On utilise bien le mot se débarrasser de son poste. Et entre guillemets, avec des grands guillemets, parce que je pense qu'elle est un peu sarcastique venant de Célia, cette question qui est t'es sûr que t'es pas en train de foutre ta vie en l'air là ? Alors qui est Célia ? C'est une ancienne collègue à toi, qui elle aussi a démissionné de l'éducation nationale et qui maintenant vit au bord d'un lac en Finlande. Alors Manon, quelles sont tes réponses à ces questions ? Comment j'ai fait pour me débarrasser de mon poste ? J'ai démissionné. Ça s'est pas fait très rapidement. D'un côté administratif, j'avais d'abord commencé par demander une dispo qui avait été refusée. On m'a demandé de faire plusieurs fois le courrier pour la demande de mise en dispo, qui quelques mois après on m'a dit qu'elle était refusée. Donc là je me suis dit je vais considérer le fait de démissionner, à savoir que pour démissionner de l'éducation nationale, en fait on fait une demande de démission. Qui n'est pas forcément acceptée, c'est ça ? Qui n'est pas forcément acceptée et que sur le papier, l'éducation nationale peut mettre 4 mois pour répondre et décide elle-même à quel moment la démission est valide. Si je peux me permettre, en fait, ça rappelle un peu ce que tu disais l'autre fois avec les limites et c'est que quand tu as un obstacle ou un mur devant toi, ça par exemple c'en est un qui vient pas de toi aussi et que du coup tu as pu réduire à être un petit caillou que tu as pu contourner, je te laisse finir. Oui, voilà. oui, non, mais voilà. C'est vrai. Donc du coup, j'ai fait une première lettre de démission, on m'a demandé d'en faire une autre. Bref, au total, j'ai fait 4 lettres de démission. Suite à ça, la démission a été acceptée. Suite à un entretien téléphonique, dont je passerai les détails, qui a duré 7 minutes et qui était extrêmement décevant. Donc c'est vrai que suite à cet entretien-là, j'étais remplie de frustration, de par le manque de considération qui avait été, dont mon interlocutrice avait fait preuve et qu'elle était la voix du système. Donc j'ai mis derrière tout le système. Donc j'avais envoyé un mail assez long en expliquant tous les sacrifices, toutes mes frustrations qui s'étaient cumulées pendant toutes ces années. Donc suite à ça, j'ai eu un rendez-vous au rectorat et ma mise en dispo a été acceptée, miraculeusement. J'étais pas tout à fait certaine que ce soit une bonne chose, mais mon entourage, parce que j'écoute quand même l'entourage, on m'avait dit que c'était quand même bien, parce qu'il y avait la sécurité d'un retour éventuel, etc. Moi, je l'avais plutôt vu dans le sens où je gardais la MGN, donc la sécurité sociale, et je voulais m'épargner les formalités administratives. Donc cette demande-là a été acceptée, et puis donc elle devait prendre effet au 1er septembre. Et puis fin septembre, j'ai décidé que de toute façon, je ne souhaitais pas retourner travailler en tant que titulaire. Donc travailler pour l'éducation nationale dans ces conditions-là. À savoir que quand une dispo est acceptée, quand on revient de dispo, en fait, on a perdu son poste, donc on est renvoyé dans un autre établissement, etc. Moi, je me sentais bien dans l'établissement dans lequel j'étais. Donc je me suis dit finalement que si je démissionnais, je pouvais rentrer quand je voulais de voyage. J'avais plus cette limite de 1 an. Et que je pourrais retourner travailler dans l'éducation nationale sous un autre statut en tant que contractuel. Et à ce compte-là, j'aurais pu choisir donc les établissements, ma durée de mission, etc. Donc ça me redonnait une liberté. Liberté que j'ai pas eue en fait en étant titularisée, c'est-à-dire celle de choisir où on va. Et je pense que dès le départ, ça a éveillé beaucoup de frustration chez moi parce que ça fait appel à un besoin... un de mes besoins profonds, qui est le besoin de souveraineté et le besoin de ne pas se sentir contrainte.
Or, dès le début, je me suis sentie pas aux commandes de là où j'allais, tout simplement. Et donc, je me suis sentie extrêmement contrainte. Et au fur et à mesure des quelques années pendant lesquelles j'ai travaillé pour l'éducation nationale, je me suis sentie... j'ai eu l'impression que c'est pas moi qui choisissais. Et je pense que ça a vraiment été ça qui a déclenché. Un détail assez amusant, c'est que lors du traditionnel repas apéritif de fin d'année au collège, où on salue et on dit au revoir à tous les enseignants qui s'en vont, qui partent en retraite ou qui ont eu un poste ailleurs, la principale du collège a annoncé fièrement que je ne serais pas là en septembre puisque j'avais eu ma dispo. Alors même que cette même semaine-là, j'étais allée voir les membres de la direction pour leur annoncer que ma dispo avait été refusée et que de toute façon, je ne reviendrais pas en septembre si ma dispo avait été refusée. Comme si c'était inconcevable, en fait. Pour un titulaire de partir, il était inconcevable de dire publiquement, d'expliquer publiquement la situation, en fait. De dire que Madame Younes partait. De son plein gré. De son plein gré, voilà. Donc tu parlais du besoin de souveraineté, qu'est-ce que tu veux dire par là ? J'ai toujours refusé de me sentir menottée. Ça s'est illustré dans ma vie. Enfin, ça s'illustre par le fait que, contrairement à d'autres personnes de mon âge, à 33 ans, j'ai jamais contracté de prêt, j'ai pas acheté de biens immobiliers, je n'ai pas d'enfants, je ne suis pas mariée. J'ai toujours vu derrière ça un engagement qui allait me contraindre de trop. Donc j'y ai pensé plusieurs fois, ces choses-là, elles sont venues sur le tapis, elles se sont imposées d'elles-mêmes. Au final, j'ai toujours fait marche arrière. Et finalement, le jour où j'ai eu mon CAPES, j'ai pensé à ça très fortement. Je me suis dit, t'as toujours refusé ça et tu viens de te marier à l'État, quelque part. Ce qui était assez ironique. Je savais que ça allait pas durer éternellement. Je le voyais comme quelque chose qui allait durer quelques années. Ça a duré peut-être moins que ce que je pensais parce que sur le papier, j'avais vu tout un tas de possibilités de pouvoir aller travailler dans le milieu hospitalier, de pouvoir travailler dans la formation professionnelle, de pouvoir travailler à l'étranger, de pouvoir travailler dans le milieu carcéral. Ces choses-là qui en fait en réalité sont extrêmement compliquées, c'est des démarches qui sont très compliquées avec beaucoup d'administratifs, souvent c'est refusé, etc. Donc je me suis vite sentie dégoûtée en me disant finalement si j'ai envie de le faire en dehors de ça je peux. Voilà, c'est vrai que cette dernière année je me suis aussi retrouvée à devoir faire et dire des choses que je ne pensais pas. J'ai dû suivre des consignes, faire et dire des choses aux élèves, puisqu'on parle bien de la relation élève, que je ne pensais pas, et donc je me trouvais pas en accord avec moi-même. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'hypocrisie là-dedans. Donc ça a accéléré la prise de décision. Et t'es sûr que t'es pas en train de foutre ta vie en l'air, là ? Alors, foutre ma vie en l'air. Je suis sûre d'une chose, c'est que c'est moi qui décide, en fait, si je considère que je gâche ma vie ou non. Parce qu'il y a des gens, alors Célia elle pose la question pour rigoler comme ça, mais je pense qu'il y a des gens qui t'ont posé la question sérieusement. Il n'y a pas de gens qui m'ont posé la question sérieusement, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ne pars pas, n'abandonne pas tout, garde un pied dedans, etc. Mais voilà, c'est moi qui décide si je gâche ma vie ou pas, dans le sens où les choses objectivement, elles sont, les choses sont. Et ensuite, c'est une histoire de perception, c'est-à-dire que c'est moi qui vais décider si je perçois les choses de manière positive ou négative. Une embûche, c'est une embûche que si je décide que c'en est une. Un échec, c'est un échec que si je m'arrête à l'échec, si je m'arrête là. À l'inverse, si je décide de le voir comme un passage obligé, comme l'occasion de réajuster, comme une marche ou un tremplin, je décide que je ne gâche pas ma vie et que je vois les choses de manière positive. Donc, c'est vraiment une question de point de vue. Et ça me rappelle une personne, Maëche, que j'avais rencontrée il y a très longtemps, qui, quand je travaillais dans un snack créole à Nice, et qui venait chaque jour avec une paire de lunettes de soleil dont les verres étaient d'une couleur différente. Donc un jour, sa paire de lunettes de soleil avait des verres roses, le lendemain, ils étaient bleus. Et à chaque fois, il me disait, aujourd'hui, j'ai décidé de voir la vie en rose. Ou aujourd'hui, j'ai décidé de voir la vie en bleu. Voilà. Donc
Je trouve que c'est une métaphore, c'est quelque chose qui peut illustrer aussi ce choix de voir les choses d'une manière ou d'une autre. Ok, on espère que ça a répondu à la question de Célia. Tu peux nous en poser plein d'autres comme ça, elles sont bien marrantes. C'est tout pour nous pour aujourd'hui, c'est un peu plus court que d'habitude, mais c'est parce qu'il y a une jolie conversation derrière avec Camille, qu'on avait rencontrée au Champy de l'Entre-deux-Mers, et qui va nous expliquer sa vision de sa vie, des choses et de tout ce qui a pu se passer, et qui elle a une petite fille. Voilà. Et qui avait, je reviens sur Camille, qui a bien voulu accepter de se laisser enregistrer. Oui, merci Camille. Alors, là on est avec Camille, qui a habité pendant un temps au Charent et qui est repartie. Elle a vécu en van, elle vit en caravane. Et surtout, elle a un parcours assez intéressant concernant son rapport avec la nature. Est-ce que tu veux te présenter déjà, dire qui t'es Je suis Camille, une humaine, comme tout le monde. Mhm. J'ai eu une fille il y a 8 ans. Et avec son papa, on a décidé de vivre autrement parce qu'on n'était pas forcément d'accord avec le système éducatif et le système en général. Comment ça se passe la vie qui est stressante et tout ça. Donc on a cherché d'autres solutions. Et puis on a, en décortiquant, on s'est dit pourquoi pas acheter un camion et puis partir découvrir un petit peu le woofing, la vie un peu plus simple, un peu plus dure, avec moins de confort et puis voir ce que ça fait quoi. Avec ta fille, du coup. Avec ma fille, ouais. Ok. Parce que on est parti, elle avait 2 ans et demi. Et puis elle adorait ça. Elle a toujours été élevée, comme je te disais, on a essayé plein de trucs. Ça a été une enfant qui a été élevée. Elle a pas mangé de viande pendant très très longtemps. Elle en mange d'ailleurs toujours pas trop. Et donc voilà, ça allait avec le mode de vie crudivore, végétarien et de partir en camion. Enfin, c'était un tout. Un package complet, quoi. Tout connu, elle connaît la vie en camion, on bouge, la vie en maison. J'ai acheté ma caravane et j'ai commencé à barouder avec ma caravane à droite à gauche, quoi. Enfin, Alors à droite à gauche, t'es allée où avec ta caravane? Alors à C'est droite pas à comme un gauche, camion? dans la région. Non, la caravane, moi, c'était plus me poser dans un endroit. Et du coup, le nouveau projet, c'était de faire de la permaculture. Donc d'avoir ma caravane et de créer un jardin autour de ma caravane. Je suis allée chez mon père qui lui est en viticulture en biodynamie et puis il a le label biocohérence parce qu'il veut faire plein d'activités dans son domaine et non pas que de la vigne. Donc ça rentrait aussi dans le projet de faire autre chose et de faire du coup des légumes supposés. J'ai commencé à faire un mandala autour de la caravane, à expérimenter parce que je partais vraiment de zéro avec aucune connaissance, juste des petites bases comme ça de jardin, mais vraiment. Et donc tout pourquoi appris, tu quoi. t'es dit, j'ai aucune base, je vais commencer par faire un mandala? Je me suis beaucoup intéressée aux géométries sacrées, à la force à la force des géométries sacrées, ce que ça peut apporter énergétiquement aux hommes, aux plantes, à tout. Je me suis dit, un jour, je me suis réveillée en me disant, je vais faire un mandala ici. Et, du coup, en une journée, j'ai dessiné le truc avec un bâton, une ficelle, une pelle, et j'ai commencé à alimenter les petites buttes en allant chercher des déchets verts dans les biocopes. De la tonte auprès du village où j'habitais. Le cantonnier passait la tondeuse, donc je récupérais toutes les tontes. Des feuilles dans la forêt, du bois, des copeaux aussi, de la paille, ça par contre je l'avais acheté, de la paille. Et puis pourquoi voilà. t'avais besoin de nourrir les sols? Parce qu'il y avait rien, c'était un champ qui avait pas servi depuis très longtemps. Alors avant il y avait un jardin potager à cet endroit, mais là il y avait plus rien depuis des années et donc je partais vraiment à zéro. Donc il y avait besoin quand même, c'est de l'argile et en creusant un petit peu, ça sentait pas du tout la terre riche, quoi, ça sentait la vase. Donc ouais, le sol il avait quand même besoin d'avoir un peu de nourriture pour repartir sur un sol un peu plus vivant, quoi. Donc tu l'as aidé, parce qu'on avait parlé un petit peu plus tôt du principe d'intervenir le moins possible sur le sol, mais là il était quand même nécessaire de... Là, en fait, j'ai de même l'aider pas à se refaire. intervenu, j'ai juste rajouté des déchets, enfin de l'azote, des déchets verts, de la fiente de poule, mais ça j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Et tout ce qui est carbone, donc tout ce qui est bois mort, feuilles mortes,
paille, foin. Voilà, et je faisais des petites couches, c'était vraiment du compostage de surface, pas pour faire des gros tas de compost qui montent en température et qui au final, je suis pas très sûre que ça soit très très bon, mais plus en mettant des toutes petites couches fines de voilà 10-20 cm de chaque chose, et j'attendais que ça décompose pour en remettre. Donc sur un an, j'ai pas planté grand chose. Je plantais des petits trucs à droite à gauche pour faire des essais. Mais voilà, pendant un an, c'était vraiment que de l'amendement. Et comment tu savais? Parce que un an, ça peut être long quand Mm. t'as pas. Parce qu'on se dit, on va commencer un jardin, il faut qu'on laboure et qu'on plante. Là, t'as commencé par mettre des couches pour renourrir le sol et à attendre un an en n'ayant pas d'expérience préalable, etc. Comment est-ce que t'arrivais à avoir suffisamment confiance pour te dire, bah, c'est la bonne chose, il va falloir attendre beaucoup plus longtemps, ou finalement ça va pas marcher, ou ça va pas assez vite. Enfin, Après, c'est de l'observation. J'ai passé beaucoup de temps dans la forêt aussi, à observer, à sentir. J'adore sentir la terre. Donc, c'est vrai que la terre dans la forêt, ça sent super bon. Et tu t'observes le cycle d'une forêt. Ben, le sol est pas travaillé. Pourtant, il est riche, il est meuble. Et c'est rien, c'est juste, ben, c'est ça. Les branches tombent, elles se décomposent au sol. Les feuilles tombent aussi, elles se décomposent au sol. Il y a des animaux de temps en temps qui meurent par-ci par-là, qui aussi nourrissent le sol. Donc du coup, par observation de ça, et parce que j'ai regardé aussi quelques vidéos du coup sur YouTube d'un mec que j'adore qui s'appelle Damien Decars, qui explique super bien les choses, et donc, du coup je me suis vraiment mis à fond sur ses vidéos à lui. Et donc ouais, j'étais sereine parce qu'il parle bien, il explique les choses correctement, et puis ça me paraissait logique en fait de me dire bah, le sol c'est comme nous, il a besoin de manger, donc on va le nourrir tranquillement, et puis on verra bien. Et puis si je me plante, c'est pas grave, hein, moi, je ferai autre chose, quoi. Mais au moins, j'aurais essayé, et puis je pourrais pas m'en vouloir, quoi. au moins t'aurais essayé, ouais. Ouais, Et c'est du ça. coup, donc au bout d'un an, Ah, bah, au bout d'un an, là, du coup, là, ça m'a convaincue. la terre sent ce qu'elle est censée sentir. Ah, ouais, c'est ça. En Mm. surface, alors voilà, toujours le même problème, c'est de l'argile. Donc, la terre, l'argile, c'est riche. Et dessous, ça reste quand même très compact. Et bah, il y avait déjà quand même une bonne petite couche d'humus sur le dessus. Et donc, après, ouais, là, j'ai commencé à planter l'année d'après des petites cultures d'hiver, après des petites cultures d'été. Et puis là, bah, ça a donné. On voyait plus le mandala, c'était une jungle, quoi. Il y en avait partout, partout. Donc beaucoup plus que ce à quoi tu t'attendais. Ah oui, moi je me suis laissée envahir, donc ça a été une expérience de attention, il y a les courges, il faut pas forcément les mettre à cet endroit parce que sinon tu te retrouves avec tout et n'importe quoi. Enfin voilà, c'est vraiment, tu vois, t'apprends au fur et à mesure, ben, en fonction de telle plante qui pousse, qui est envahissante, de telle plante qui a besoin d'ombre, telle plante qui a besoin de lumière. Après voilà, c'est une observation. C'est Donc pour ça qu'il faut être- l'apprentissage par le faire en fait. T'as fait, tu C'est ça. testes, tu vois et Il y en a qui ont besoin de la théorie pour faire de la pratique. Moi, c'est l'inverse, quoi. J'aime bien faire les choses, apprendre au fur et à mesure, me renseigner en parallèle. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir Internet à disposition avec plein d'outils intéressants. ouais, il y a des bons côtés aussi, c'est vrai que. C'est ça. Il y a quand même les bons côtés de ça qui font qu'on peut avancer un petit peu plus vite, quoi. Et comment t'étais arrivée au charron alors? J'avais besoin quand même de travailler un petit peu, donc je faisais les marchés avec un ami sur Libourne et sur Branne. Et en fait, il se trouve qu'au bout de 3 ans, il y a Milou et Yaya qui ont relancé leur truc d'activité des champignons. Et on s'est retrouvés sur un marché. Et donc en discutant de ce que je faisais, de ce que lui avait envie de faire et ce qu'il faisait, c'était chouette parce que moi j'étais bien là ici, mais j'étais toute seule. Et moi je pense qu'un projet comme ça, c'est chouette de le faire à plusieurs. C'est beaucoup plus intéressant, enrichissant et du coup, je trouvais l'idée cool. Et puis moi, j'arrivais au bout de mes 3 ans que voilà, j'avais essayé, je savais que ça me plaisait, je savais que c'était ça que je voulais faire, que la vie en caravane, ça m'allait très bien, mais que voulais aussi, j'aurais préféré avoir une petite maison, genre Kerter. Donc voilà, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de vivre une nouvelle expérience avec des gens. Et j'ai tenté le tout en venant ici. Et t'avais reproduit, justement, t'avais commencé le jardin aussi. Alors là, ici, ouais, j'avais commencé à poser pareil la caravane, et puis je me suis dit, je vais faire le jardin autour, mais le lieu, c'était pas le bon lieu en fait. Là, je me suis retrouvée un petit peu bloquée entre où est-ce que je me pose, comment je me pose, je suis toute seule avec ma fille, là, ça me va pas, là, j'ai pas trouvé en fait un endroit adéquat pour faire ça. Ok.
Et c'est pour ça qu'après, t'es repartie. Ouais. Et moi, je voulais revenir sur développer une relation avec la nature. Ça t'avait beaucoup aidé personnellement. Qu'est-ce que ça t'a apporté, du coup? En fait, ça va à l'opposé du rythme de vie qu'on a, là, classique, en fait, où on se réveille, on doit se réveiller le matin pour aller travailler, pour ramener de l'argent, pour payer les factures, au final, c'est un cercle vicieux. Enfin, moi, j'ai jamais pu vivre comme ça parce que c'est trop stressant. Et là, c'est vivre autrement. Après, l'expliquer avec des mots, c'est compliqué parce qu'il faut le vivre en fait. C'est apaisant. Il y a un contact avec la nature qu'on ne peut pas expliquer avec des mots. C'est vraiment très puissant. C'est ressentir le soleil, le vent, la pluie. Vivre vraiment avec la nature, c'est une toute autre approche que la vie qu'on peut avoir à 10 000 à l'heure. Est-ce que tu te sentais, j'essaie juste de mettre des mots, mais peut-être que tu faisais partie d'un tout, en ressentant justement le soleil, les différents éléments, que tu faisais partie de ce système-là, Ouais. en opposition avec l'autre système où C'est finalement chacun pour soi et Mm. c'est la course au profit, la course à toujours plus vite. Là, c'est tout autre chose, quoi. Tu te sens plus calme aussi peut-être, du coup Ouais. T'es calme, t'es reposé, t'es ouvert aux autres, alors que voilà, moi je suis pas forcément quelqu'un de nature qui suis très ouverte. Beaucoup de calme et beaucoup d'amour en fait. C'est difficile à expliquer avec des mots. Oui, ok. C'est quelque chose vraiment qu'il faut vivre pour. Après, il faut avoir l'envie ou même la curiosité. Tu vois, moi, à la base, c'était plus de la curiosité de me dire ok, ce monde-là, il me va pas trop, je me sens pas bien, je suis stressée, je trouve pas ma place. Est-ce que peut-être en ralentissant, en allant plus doucement, en faisant les choses différemment, on va voir si ça fonctionne, quoi. Donc oui, en hiver, il fait un peu froid. C'est vrai qu'on a vécu, il faisait quoi 8 degrés, entre 8 et 12 degrés dans la caravane l'hiver, mais ça, on s'en est même pas rendu compte. C'est-à-dire que on reste couvert. Et puis au final, après, on a une approche du froid différente. Parce qu'à force d'avoir des maisons chauffées, d'être tout le temps dans le confort, notre corps il s'habitue aussi. Et on tombe malade aussi plus facilement. Et on tombe malade facilement. Là, on n'a pas forcément été plus malade que ça. Et puis ouais, maintenant le froid, là, avant que j'étais hyper frileuse. On le disait avec Lander tout à l'heure, on est au mois de décembre et là on est dehors. Bah ouais. On est entre deux murs, mais... Ouais, voilà. On a une autre approche du froid et du chaud pareil, parce que alors, la chaleur en été, parfois moi, j'ai fait péter un thermomètre, il faisait plus de 50 degrés dans la caravane. Oui, parce que c'est un four. Ouais, et puis là pour se refroidir c'est beaucoup plus compliqué. Vraiment on s'habitue à tout, le corps il est vraiment bien fait. On s'adapte à beaucoup de choses, ouais. Et assez facilement, ça prend pas des années pour se réadapter à un mode de vie moins confortable. Non. Et du coup ton expérience elle était... Avec la permaculture, tout ça, elle était tellement positive que tu me disais que tu aimerais bien pouvoir le transmettre sous une autre forme. Tu peux expliquer un petit peu ton projet ? Ouais. Bah, le projet, du coup, c'est donc là, c'est quelque chose d'inconnu, puisque je connais personne qui fait ça encore. Au lieu de faire des thérapies dans des cabinets où on est assis, où on discute, alors c'est très bien, mais moi, j'aimerais bien proposer un lieu, justement, de vie où je crée, comme j'ai fait là chez mon père, mais dans un autre endroit, avec ma petite maison au milieu, le jardin autour, et faire une sorte de petit laboratoire ou de petite oasis où des personnes qui seraient pas bien dans leur tête, se poseraient des questions, ou en dépression, viendraient faire une thérapie par la nature, par la permaculture, par les balades dans la forêt, la reconnexion à soi-même et à la nature, pour justement avoir une autre approche. Sans avoir besoin de mettre des mots. Tu parlais de la thérapie, on va consulter quelqu'un. C'est ça, on a besoin de parler. Alors là, ça serait la même chose, hein. On pourrait parler, mais justement, parler, mais en étant dans la nature, avec de la musique douce, avec quelque chose à faire, quoi, de concret, de toucher la terre, sentir la terre, voir les insectes, en fait, s'intéresser aux petites choses et non pas les piétiner, quoi. Parce que tu vois, là, on se rend même plus compte des petits détails qui sont mais juste magnifiques. En observant des insectes, la vie des insectes, voir la plante qui pousse, le cycle d'une graine, quoi, que tu vas planter, qui va après faire un végétal, un fruit, une fleur, et qui après va redonner des graines. Donc voilà, c'est vraiment tout un cycle qui
est passionnant, et je pense que en se reconnectant à tout ça, on peut se reconnecter à soi-même et Ça serait une thérapie par le ressenti finalement. en fait redevenir qui on est depuis toujours, quoi. Parce qu'on vient quand même de la nature et on a tendance à l'oublier Se reconnecter à soi. en se reconnectant à la nature. Oui, comme quoi on fait vraiment partie d'un tout. Qu'on le veuille ou non, on est tous unis les uns les autres. Donc si on vit dans un monde où on se piétine les uns les autres, même ceux qui veulent s'en détacher, ils sont quand même connectés enfin on reste des humains, quoi. Donc tout est Tout est en lié. relation. Ouais. Comme un gros mécanisme avec plein de rouages. Et s'il y a un truc qui foire, et ben il y a tout le reste qui voilà, et la machine dedans, ne marche pas comme il faut. Alors que c'est pareil à l'inverse, si on s'unit tous et qu'on essaie de revoir différemment, plus simplement la vie, en se détachant un petit peu de tout ce confort où on est parti pour moi beaucoup trop loin. On peut avoir du confort, c'est pas le problème. Bien sûr qu'on a besoin d'avoir un peu chaud en hiver, un peu froid en été, qu'on a besoin d'un peu de lumière pour s'éclairer. Oui, mais là on est parti beaucoup trop loin. Les machines sont en train de nous remplacer et voilà, sans même qu'on s'en rende compte. Je pense qu'on s'éloigne les uns des autres alors qu'on devrait plutôt se rapprocher les uns des autres, quoi. Comme on faisait en fait au tout début. C'est un principe de base, hein. L'homme, c'est vrai que sur Terre, il avait aucun moyen de se défendre ni rien, et donc la première chose qu'il a fait, c'est de se regrouper. C'est ça. L'homme, il vit pas en solitaire et Il y a encore des tribus qui survivent mais qui seront peut-être pas là très longtemps. Au fin fond de l'Amazonie, entre autres. Oui, il y en a encore. Et ils arrivent très bien à vivre en symbiose avec la nature. Il y a un anthropologue suisse qui a voulu ramener des preuves rationnelles de la médecine, de leur médecine par les plantes. Et il raconte, franchement, c'est hyper intéressant ce qu'il dit, c'est Jérémy Narby. Même lui, en partant là-bas, en voulant ramener des preuves rationnelles, il s'est rendu compte qu'il n'y a rien de rationnel, mais que tout est bien organisé, qu'il y a le clan, qu'il y a la personne qui va justement aller chercher les plantes, qui fait les préparations, qui soigne les autres, et tout fonctionne comme ça. Alors nous on dit on évolue et tout ça, mais eux aussi en fait ils évoluent mais différemment. En fait ils évoluent dans l'invisible, que nous on veut évoluer dans le visible, dans la matière, dans tout ce qui est... Et du coup on se perd. On voit bien qu'on se perd à faire tout ça. Alors que eux, ils restent sur des bases solides. Voilà, on se perd dans notre soif d'évolution et de profit. Est-ce que tu vois ça comme de l'arrogance, à vouloir faire du progrès, avancer dans le visible, ce qui conduit à ce qu'on soit complètement déconnecté du reste, alors que des peuples qui sont plus humbles, je reviens sur les Kogi, parce que les Kogi nous appellent les petits frères, donc c'est une manière gentille de nous signifier qu'on n'a encore rien compris. Ouais. Et du coup, je me dis que finalement, oui, de notre part, c'est l'arrogance de... Ouais, l'égoïsme. Ouais, c'est l'ego aussi. qui a pris le dessus sur l'humain, et cette soif de... Après, ça fait partie de l'humain aussi, hein, parce que sinon on n'en serait pas là. Ça fait partie de l'humain de vouloir conquérir, de vouloir... Pas tous, visiblement. Mais c'est ça. Alors pourquoi eux, pourquoi nous, pourquoi... Là, c'est pareil, ça c'est des questions qu'on peut pas... Auxquelles on peut pas répondre. Auxquelles on Nous, à peut pas notre répondre. échelle, là, c'est compliqué. Ouais, certainement que eux justement, ils sont tellement connectés avec tout ce qui est invisible, peut-être que eux en sauraient plus. Nous, à notre échelle, voilà, autant même quand on essaie de faire des choses simplement comme ça, on a quand même cette soif de réussite, tu vois, on a quand même cet ego, même si on essaie de le faire taire un petit peu. Voilà, on vit quand même dans cet ego, On l'a intégré. Voilà, ça fait partie de nous, quoi. C'est presque génétique, parce que comme ça fait des générations que c'est des choses que nos cellules se transmettent les unes les autres, finalement, Ouais. c'est difficile de s'en défaire. Ou du moins, il faut faire un travail pour rester conscient en permanence. Est-ce que c'est l'ego qui dicte C'est ça. Donc t'es mon sans envie arrêt ou dans ce le que je contrôle, fais. quoi. Ouais, Sans arrêt dans le contrôle, dans l'observation de est-ce que je fais c'est bien, est-ce que je fais c'est bon, est-ce que je vais au bon endroit. Et au final, c'est pareil, à vivre dans un monde comme ça, on peut aussi se perdre, tu vois, dans la réalité et l'idéalisation qu'on aurait, tu vois, de ce qu'on voudrait être ou ce qu'on voudrait faire. Il y a un fossé tellement énorme que pour y arriver, on a envie de faire tout, mais il faut surtout, il faut y aller petit à petit, et c'est ça qu'on a du mal à faire, nous. Tu vois, prendre le temps et de manière se dire, humble, ouais. On
on a peur aussi, c'est la peur qui nous empêche de faire plein de choses. Alors qu'au final, parce qu'on a peur de l'inconnu, mais quand on essaye et qu'on est dedans, après on se dit putain, mais c'est pas si incroyable. Finalement, c'est un peu apprendre à se faire confiance aussi. Et à s'aimer. Je voulais te demander, du coup, là, ta petite, elle est à l'école maintenant. Elle Ouais. a eu 8 ans. Elle a 8 ans. Est-ce que l'école, c'est un milieu qui lui convient? Quelle est ta vision justement d'elle, de l'école, de comment est-ce qu'elle se sent, sachant que elle a une vie avant qui est pas celle de tous les petits enfants de son âge. Donc elle a un vécu qui est différent, très différent. Est-ce qu'elle se sent différente à l'école? Est-ce que c'est une force? Est-ce que ça l'affaiblit? Alors après, ça, c'est compliqué parce que ça s'est pas du tout passé pour le coup, ça, comme on le voulait, parce qu'on était quand même une famille. Et nous, dans notre famille, on voulait avancer justement, en vivre simplement, en camion, barouder, trouver un terrain, faire ce projet, mais ensemble, en famille. Et puis, on s'est séparés. Donc, en fait, Laïa, elle a vécu comme ça jusqu'à ses 4 ans. Et comme on s'est séparés après, on n'avait plus du tout le même mode de vie. Donc, on voyait plus les mêmes... Enfin, on voyait pas trop de monde. Et donc, du coup, c'est elle qui a réclamé aller à l'école parce qu'elle adore... elle adore être en contact avec les enfants. Ça c'est jamais, elle a jamais eu de problème particulier avec ses copains-copines. Et puis c'est quelques copines et copains qui sont venus dans la caravane à chaque fois, ils sont émerveillés. Pour eux c'est une petite cabane, c'est génial. Oui, les enfants ils doivent rêver. Donc Laïa, non, c'est pas un truc qui l'a forcément dérangé. Même quand aujourd'hui je lui dis est-ce que tu voudrais qu'on revienne chez papy dans la caravane, elle est super contente parce qu'elle a la maison chez son papa à Libourne et elle a la caravane, donc elle a les deux modes de vie, ça la dérange pas du tout. Elle n'est pas perturbée, rien du tout. Non, pas du tout. Est-ce que tu penses que ça l'a enrichie, au contraire? Je pense. Ça pour l'instant on peut pas vraiment le voir, mais on le verra peut-être plus tard. Mais en tout cas pour elle c'est pas du tout un truc qui la gêne. Moi je lui ai toujours demandé. Depuis qu'elle a quand même l'âge de décider, de faire des choix et de partager un petit peu son opinion, elle était hyper contente de vivre en caravane, quoi. C'était la caravane chez maman, la maison chez papa, et là, si on vivait encore en caravane, ça la dérangerait pas du tout, quoi. Ouais, elle s'est construite là-dessus finalement. Ouais. Donc elle s'épanouit à l'extérieur, elle va faire des trucs en extérieur, et puis dès que c'est à l'intérieur, en plus ça calme vachement un enfant, quoi. Moi j'ai remarqué, la vie en caravane, son père, il me racontait toujours qu'à la maison elle était intenable, qu'elle avait la bougeotte, c'était pas la même vie, alors que nous à la maison, elle faisait ses 13 heures de nuit, de sommeil, quand on jouait c'était toujours calme. Donc dans la caravane c'était vraiment le petit cocon où on est calme, où on fait pas la faux folle, et si on veut faire la faux folle on va dehors, on s'amuse dehors. Donc, il y a un espace pour chaque chose du coup. Mais du coup c'était pareil pour les rythmes naturels. L'hiver c'était beaucoup plus calme qu'après au printemps, là où tu vas dehors, elle faisait du vélo, j'avais installé une balançoire dans la forêt avec un hamac, elle adorait aller là-bas. La piscine, le truc, le ci, le là, on était toujours à l'extérieur, quoi. Et vraiment, la caravane, tac, c'était le petit cocon où on est, où on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc, je pense que ça peut être sécurisant aussi, au final, tu vois, dans les idées de il faut une maison, il faut un espace. Je voulais y venir, oui. Je pense pas que je pense que c'est aussi une vision toute faite du monde actuel, mais je pense que justement, un espace de vie, l'espace de vie est à l'extérieur et l'espace pour dormir, c'est vraiment le petit cocon. Y a pas où besoin, elle se sent en sécurité, où elle se sent au calme. Alors après, moi ça en fait une enfant pas du tout matérialiste. Ça c'est vrai que on va lui acheter des jeux, ok, elle va jouer avec. Elle s'en intéresse plus après, elle va jouer avec 3 fois rien. Elle est pas du tout matérialiste. La scolariser à la maison, c'est quelque chose que vous aviez envisagé ou... Ouais, mais je pense qu'en ce moment, en France, c'est trop... il faut vraiment être très impliqué et être à fond là-dedans pour pouvoir apporter à ton enfant tout ce dont il a besoin pour faire l'école à la maison. Mais c'est pour ça que je pense là, j'ai une amie qui fait ça avec ses 3 garçons. Mais elle est entièrement dévouée à ses enfants et c'est son projet à elle. En parallèle, elle n'a rien d'autre. Donc elle les amène au musée, elle les amène à un truc, elle est en correspondance avec plein d'autres mamans. Et chaque jour, elle s'alterne. Et une maman va garder tous les enfants, une autre maman après garde tous les enfants. Et je connaissais pas ce système. Et puis après, j'imagine que c'est d'autant plus compliqué
pour le gamin qui a été scolarisé à la maison pendant de nombreuses années, de retourner à l'école pour passer par exemple un brevet des collèges ou des choses comme ça. Donc, par exemple de refaire une année de 3e et de s'adapter à... Pas forcément. Justement, il y a un documentaire qui est hyper intéressant là-dessus, ça s'appelle Être et devenir. Et ça explique justement tout le parcours des enfants qui sont pas allés à l'école et qui, à un moment donné, d'eux-mêmes, ils ont envie d'y aller. Et c'est des petits génies, quoi. C'est des je veux dire, des schémas qu'on nous a fait croire. Mais si un enfant, tu le laisses s'épanouir et aller là où il a envie d'aller, il va beaucoup plus vite, quoi. Ouais. Alors je reformule ma question parce que c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que c'était peut-être difficile pour lui d'aller à l'école dans le sens de devoir s'adapter à un système de manière tardive. Par système, j'entends, tu sais, le rythme scolaire, justement. De devoir tout d'un coup devoir intégrer que de telle heure à telle heure, c'est français, après c'est maths, que du coup il rentre à la maison, qu'il a encore des devoirs, qu'il doit sociabiliser, qu'il est dans une classe de 30. Il y a justement des enfants qui, à un moment donné, à n'importe quel âge, vont demander d'eux-mêmes d'aller... Et ça se passe bien. Et ça se passe très bien. Et comme je te dis, c'est des petits génies, ils ont leur brevet, leur bac. Alors certainement qu'il doit y en avoir, ça se passe pas bien. Mais je pense que c'est... Après, ça se passe pas bien aussi pour d'autres gamins qui sont... C'est ça. Depuis tout. Il n'y a pas de loi. Et puis à un moment donné, l'enfant, lui, il a envie. Donc il est prêt, il a envie. Donc forcément, ça se passe bien, quoi. C'est important, ça. Cette notion d'envie. Ça fait tout, quoi. Eh ben, merci Camille. De rien, Manon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que cette conversation avec Camille a pu éveiller quelque chose en vous. On va conclure avec la chanson du jour. À chaque fois, on va vous en proposer une. C'est une chanson qu'on peut entendre dans le film La vie rêvée de Walter Mitty avec Ben Stiller, qu'on vous conseille de regarder également. Cette chanson, elle s'appelle Dirty Pose, du groupe Of Monster and Men, que vous pouvez retrouver dans la playlist coup de cœur de notre chaîne. Comme à chaque fois. Donc profitez bien, écoutez bien, et puis à très bientôt. Et Pierre Rabhi, on en parle ? Ah oui, mince. Bah oui. Pardon. Ça fait quelques Pierrot. épisodes qu'on dit on va parler de cette citation de Pierre Rabhi, et puis à chaque fois on oublie de la mettre. Donc Pierre Rabhi qui nous a quittés il y a quelques semaines, qui a dit, entre autres, que toute démarche qui construit de l'autonomie est insurrectionnelle. À méditer.